cadre du partenariat qui lie MGEN et l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Au nom de Roland Berthier, le président du groupe MGEN, de l'ensemble du conseil d'administration, de la direction de la communication, CFO Rabat, qui suit de près ce partenariat avec moi, on est très heureux de se retrouver en présentiel en partie au moins. On ne sait pas encore pour combien de temps, compte tenu des perspectives de la crise sanitaire. On va, à l'occasion de cette rencontre, rendre compte des résultats de l'enquête menée avec Opinionway, l'INSV, la MGEN, et mettre en avant les grands enseignements, notamment liés à cette crise sanitaire, aux impacts extrêmement importants. De nombreuses études à l'automne dernier ont montré les intrications en matière de santé mentale, augmentation des addictions, du sentiment anxio-dépressif, l'évolution des comportements, la difficulté pour nombre de nos concitoyens de pouvoir pratiquer leurs activités habituelles, de vivre dans leur rythme, et le sommeil en fait partie. Ne plus pouvoir pratiquer de sport, ne plus pouvoir avoir son rythme travail, vie personnelle comme à l'habitude, celui étant très impacté. L'ensemble de ces évolutions de nos rites, de nos rythmes ont impacté nos vies, et bien évidemment tout ça a des retentissements, des incidences sur notre sommeil, sur la qualité de celui-ci. Et puis, bien évidemment, toute l'anxiété liée à la crise sanitaire, aux impacts socio-économiques, au délitement du lien social. Tout ça doit nous interroger. Et peut-être cette année, plus qu'une année normale, on voit en quoi et comment le sommeil est un déterminant de santé majeur en santé publique, et pourquoi il faut y prendre soin et tout mettre en œuvre pour que celui-ci reste de bonne qualité. Voilà, je vais pas faire beaucoup plus long que cela, juste vous dire que la MGEN, mutuelle de l'éducation, de la santé, de la culture, est extrêmement mobilisée aux côtés de l'ensemble de ses adhérents, des institutions publiques, des différents champs ministériels, des 10 champs ministériels sur lesquels nous sommes référencés, les collectivités territoriales, la fonction publique hospitalière, le champ du non lucratif aussi, et on accompagne l'ensemble des populations qui nous font confiance le mieux possible au travers l'ensemble de nos actions de prévention, les couvertures assurance, prévention, perte d'autonomie et notre offre de soins. Bons travaux à tous, et je cède la parole à Madame la Présidente. Je ne sais pas comment je coupe ça, par contre. Je dois couper ou pas? Bon. Bonjour à tous. Donc, je remercie la MGEN de nous accueillir dans ses locaux et de nous aider dans cette action de sensibilisation et de promotion du sommeil qui a été quand même rudement impacté. Donc, on va... D'une part, je vais vous rappeler les études internationales qui montrent l'impact du confinement, du premier confinement. Et puis, nous parlerons du deuxième confinement et de
l'étude que nous avons pu mener, et puis nous essaierons de voir comment dormir pour mieux faire face, et ce que nous avons organisé pour la 21e journée du sommeil. Donc seront avec moi Stéphanie Mazat qui est à Lyon, Sylvie Royan-Parola, Georges Vigarello qui est historien et qui a sorti un livre sur la fatigue et qui nous permet donc d'avoir cet éclairage-là, et bien sûr Nadia Ozano qui nous a permis de faire l'enquête OpinionWay. Alors, le premier confinement, les études internationales montrent un impact majeur sur le sommeil. Alors, il y a eu des études en France avec le réseau Morphée, avec Sylvie, qui a montré que le confinement, bien entendu, retentissait de façon importante sur le sommeil. Et également en France, une étude Coconel qui a interrogé toutes les semaines, de mars à juin, un millier de Français pour voir comment l'impact du confinement sur leur vie de tous les jours, mais dans le monde également. Et on peut dire que les horaires de coucher et de lever ont été retardés d'une demi-heure à 1 heure selon les pays, le soir et le matin, avec souvent un temps global de sommeil qui est un peu augmenté chez les sujets, en particulier en télétravail. Et il y a eu comme ça plusieurs études, dont une qui regroupe 59 pays. Alors, l'intérêt, c'est que de toute façon, ces études ont été très homogènes dans leurs résultats. Et ici, vous avez l'étude du réseau Morphée qui montre qu'après le confinement, eh bien, on a des horaires de coucher beaucoup plus tardifs. Vous voyez, c'est les barres rouges, alors que la durée du sommeil a un peu augmenté, mais elle est parfois réduite, donc elle est plus hétérogène. On a également une pleine sommeil, ce qui a été très, très clairement montré par l'enquête Coconel, dans lequel vous avez 74% des gens qui se plaignent de leur sommeil dans les 8 jours qui précèdent l'enquête, avec essentiellement des femmes et des jeunes, moins de 35 ans. Vous voyez que les femmes, c'est 81% qui se plaignent dans les 8 derniers jours avant l'enquête, et 79%. Donc, un premier confinement qui impacte le sommeil en termes de décalage, en termes de durée et en termes de troubles du sommeil. Alors, on va voir maintenant l'enquête que nous avons réalisée. Je donne la parole à Nadia qui va commenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais en effet vous présenter les principaux résultats de l'enquête que nous avons réalisée cette année. Une enquête réalisée, comme d'habitude, auprès d'un échantillon représentatif de Français âgés de 18 ans à 65 ans, questionnaire administré en ligne, et l'enquête a été réalisée du 8 au 15 janvier dernier. Donc, premier renseignement, on voit que la majorité des gens, plus d'un Français sur 2, a passé le confinement avec son conjoint, un tiers également avec ses enfants, et finalement, seule à peu près 1 personne sur 5 a été confinée toute seule. On voit également que 4 Français sur 10 ont été en télétravail, pour 18% d'entre eux à la fois sur le lieu de travail et en télétravail, et pour 23% en télétravail exclusivement, et 15% n'ont pas du tout travaillé. J'attire l'attention qu'ils étaient 53% des employés et 43% des ouvriers à avoir arrêté de travailler lors du premier confinement. Vous voyez, donc 15% sur des pourcentages qui étaient beaucoup plus élevés lors du premier confinement. Alors, on va voir maintenant, on va rentrer dans le détail en effet du deuxième confinement, et on va voir tout d'abord qu'il y a un retentissement moins net sur le sommeil, mais une fatigue élevée. En effet, quand on regarde cette slide, on voit que finalement, qu'on regarde les chiffres en période normale avant le premier confinement ou pendant le deuxième confinement, les chiffres sont plutôt alignés, que ce soit sur les heures d'endormissement, 23h20 en semaine, 23h54 le week-end, avec des chiffres à peu près similaires pendant le deuxième confinement, 23h27 et 23h57 respectivement. La durée d'endormissement est en moyenne autour de 30 minutes, que ce soit en semaine ou le week-end. On voit également que l'heure de réveil est à peu près similaire, un petit peu décalée pendant le deuxième confinement, mais rien de très important. Un temps de sommeil qui est également à peu près équivalent, avec quand même une durée un petit peu différente pendant le deuxième confinement. Mais ce qui est important, c'est de regarder au milieu de cette slide le nombre de réveils nocturnes, puisque qu'on soit en semaine ou le week-end, on voit qu'avant le premier confinement, à peu près les 2 tiers des Français déclaraient se réveiller la nuit, et que ça passe à 70%
avec un nombre de réveils moyen qui est de 2 fois et pendant une durée de 33 minutes. Un impact relativement modéré également sur les troubles du sommeil. On est à peu près sur la même proportion de Français qui déclarent avoir souffert d'au moins un trouble du sommeil, 45% versus 41% en période normale, avec les principaux troubles qui restent les mêmes, l'insomnie et les troubles du sommeil. En revanche, il y a quand même 10% des Français qui déclaraient ne souffrir d'aucun trouble avant le premier confinement et qui ont déclaré avoir rencontré un trouble au cours du deuxième confinement. On voit donc l'intérêt de cette deuxième étude qui fait qu'on n'est pas du tout comme dans la première étude. Je vous rappelle qu'on était à 74% de plein de sommeil lors du premier confinement. Là, on est simplement à 45%. Je dis simplement, ce qui est quand même assez élevé. Et vous voyez qu'on a quelque chose de beaucoup plus hétérogène puisque vous avez 10% qui n'avaient pas souffert lors du premier confinement, qui au contraire vont avoir des troubles du sommeil. Et il y a un certain nombre de données qui nous permettent de concevoir que ces troubles du sommeil sont devenus moins important parce qu'une partie de la population est entrée en résilience, mais que par contre, il y en a certains qui ont très mal vécu ce deuxième confinement et nous allons voir à la suite pourquoi. Alors, on cherchait également à savoir quelle avait été la qualité de sommeil ressentie. On voit que si pour un peu moins des 2 tiers, 61%, elle est vécue comme équivalente, on a quand même pour un quart des Français une qualité de sommeil qui est perçue comme moins bonne. Et ça touche en majorité les 18-24 ans, qui sont 39% à la déclarer moins bonne, et logiquement également les personnes qui ont souffert de troubles du sommeil. On demandait également quel était le score moyen de fatigue. On voit que ce score moyen, il est de 5,1 sur 10 au global, mais on voit là aussi qu'il y a 2 populations qui sont davantage affectées par cette fatigue. Ce sont les femmes qui déclarent un niveau de fatigue de 5,4 et les 18-24 ans qui déclarent un niveau de fatigue de 5,7. On voit également que ce niveau de fatigue s'est aggravé pendant cette période pour 17% d'entre eux et qu'il n'a pas évalué pour à peu près un peu moins des 2 tiers pour 59% d'entre eux. Alors, donc ce niveau de fatigue est tout à fait important à comprendre et on retrouve que finalement les populations qui avaient été le plus touchées lors du premier confinement, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, eh bien, sont ceux qui sont le plus fatigués au deuxième confinement. Donc on est passé de quelque chose qui était aigu à quelque chose qui devient beaucoup plus chronique et le professeur Vigarello nous parlera tout à l'heure de la fatigue pour bien la mettre en perspective dans cette évolution. Alors, je passe la parole à Sylvie qui va nous expliquer justement ces populations plus fragilisées. Alors, effectivement, on a vu que les femmes et les jeunes étaient beaucoup plus touchés. On voit en effet que pendant le deuxième confinement, il y a 34% des femmes qui ont présenté, 34% de la population qui a présenté un trouble anxieux, mais 40% des femmes qui, elles, avaient un problème d'anxiété important, donc vraiment quelque chose de significativement plus important. Et pour les jeunes, on voit que c'est plutôt des problèmes dépressifs qui sont augmentés. Et ces 2 populations ont été vraiment soumises à des difficultés au niveau du sommeil parce que pour les femmes, ça a été plutôt une multiplication des charges, c'est-à-dire à la fois de réorganiser complètement la vie à la maison, de s'occuper plus des enfants qui n'avaient plus d'activité périscolaire même en dehors du confinement. Et tout ça en essayant de rassurer tout le monde, alors qu'effectivement, il y a un stress de fond qui est vraiment présent. Et puis les femmes, dans toutes les pathologies, que ce soit l'anxiété et la dépression, sont toujours plus fréquentes que les hommes. Donc on voit que ça s'exacerbe en situation, disons, de crise. Et pour les jeunes, les 18-34 ans, 18-34 ans, pardon, mais c'est encore plus vrai pour les 18-24. Il y a vraiment une situation qui a été très particulière dans cette période de Covid,
C'est-à-dire que tant ceux qui avaient passé le bac et qui essayaient de commencer des études, que ceux qui terminaient leurs études pour trouver à la fois un stage, pour trouver des correspondants qui les acceptent ou pour trouver un travail, ça a été extrêmement difficile. Et on voit que dans cette population-là, l'idée de no future est vraiment très présente. Et il y a vraiment une dimension très négative par rapport à l'avenir. Maintenant, ces troubles du sommeil sont accompagnés d'une fatigue importante, hein, et on voit aussi que même si les gens mettent en place des stratégies pour essayer d'améliorer leur sommeil, notamment en s'intéressant au sommeil comme on va le voir tout à l'heure et en essayant de mettre en place de nouvelles habitudes, c'est quand même une souffrance vraiment importante. Là, je vais passer la parole à Stéphanie Mazat qui va nous commenter un peu les comportements qui ont été mis en jeu, notamment pour les jeunes. Stéphanie, je ne sais pas si tu vois bien la diapo. Je vois tout bien, merci Sylvie. Est-ce que vous m'entendez correctement? Tout à fait. Donc Stéphanie Mazat, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon. Donc pour vous commenter les résultats de cette population qui est bien particulière, donc les 18-24 ans. Donc il faut savoir que sur cet échantillon, il y a plus de la moitié de ces répondants qui sont des étudiants. Donc on est vraiment dans une situation très particulière pour ce deuxième confinement, puisque comme vous le savez, les étudiants n'ont pas été, pour la plupart, autorisés à reprendre leurs cours dans leur campus. Donc, ils ont vécu un deuxième confinement qui était assez semblable au premier, c'est-à-dire avec une maintien à domicile qui était très importante pour eux. Donc, comme l'a dit Sylvie juste avant, c'est quand même une population qui est fragile, même en dehors de toute situation sanitaire. C'est une période de vie où il y a énormément de choix qui doivent se faire. Et là, on se retrouve vraiment dans une configuration qui est particulière pour eux, avec des choix qui ne peuvent pas se réaliser correctement. Donc, quand on regarde un petit peu leur comportement, ben, on voit sans surprise qu'ils passent énormément de temps sur les écrans. Donc pour cette population, il faut savoir que l'écran est à la fois un outil professionnel puisqu'ils doivent suivre leurs enseignements ou télétravailler grâce à ces écrans. Et l'écran est aussi l'outil de communication pour essayer de maintenir un contact social. Et c'est aussi un outil de distraction. Donc sans surprise, on voit que l'utilisation des écrans est très forte et qu'elle se fait notamment dans des périodes de mise au lit, donc soit dès le lever le matin, soit le soir dans le lit. Donc on a vraiment une perméabilité, on va dire, du lieu d'existence, puisque ce lieu d'existence, pour les universitaires, c'est des chambres dans lesquelles on travaille, on communique et on se divertit. Et cela passe par l'utilisation des écrans. Et je pense que vous êtes tous sensibilisés à l'aspect nuisible des écrans sur le sommeil. Donc, cette population montre également une plus forte fatigue pendant le deuxième confinement, puisqu'ils ont un score moyen de 5,7 sur 10, alors que le reste de l'échantillon est à 5,1. Donc, on va parler dans un court instant de ce qu'est la fatigue, parce que c'est quelque chose qui est réellement multidimensionnel. Et dans cette population qui souffre plus fortement de troubles psychiques, cette fatigue peut être également un symptôme de ces difficultés, soit anxieuses, soit dépressives. Donc, dans cet échantillon, ils estiment avoir un sommeil de moins bonne qualité pendant le deuxième confinement, puisqu'ils sont 39% à juger que cette qualité a été affaiblie. Cependant, ils sont nombreux à chercher des solutions et des informations concernant le sommeil. Donc, ils sont 36% à aller chercher des ressources pour essayer de compenser ces difficultés. Et enfin, un autre phénomène assez marquant dans cette tranche d'âge, c'est le fait qu'ils ont perdu plus de poids que le reste de l'échantillon pendant le deuxième confinement. Je vous rappelle pour mémoire, quand il s'agissait d'étudiants, que les restaurants universitaires n'étaient encore pas ouverts pendant ce deuxième confinement. Ils ont réouvert très récemment et on se trouve dans des difficultés également économiques, puisque dans cet échantillon, il n'y a plus la possibilité de réaliser des jobs qui leur permettent justement de subvenir à leurs besoins et notamment à leurs besoins alimentaires. Donc voilà pour cette tranche d'âge. Je repasse la parole. Alors,
Alors, je passe la parole à M. Vigarello pour nous donner son éclairage d'historien sur la fatigue et comment il la perçoit aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, ce qui me frappe, c'est quand même la grande précision de cette enquête. Beaucoup de choses ont été dites. Je dois dire que je n'ai pas énormément de choses à ajouter. Simplement, je voudrais quand même me centrer, puisque c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé récemment, me centrer sur la question de la fatigue. Je trouve très important le fait qu'ait été relevé une aggravation de cette fatigue pour 17% de ceux qui ont été interrogés. Et je voudrais à ce sujet dire rapidement deux choses qui me paraissent assez fondamentales. D'une part, une réflexion assez générale sur la fatigue aujourd'hui, et d'autre part, une réflexion plus centrée, plus spécifique sur la fatigue dans le cadre du confinement et de sa deuxième période. Alors, très globalement, sur la question de la fatigue au sens large du terme, il est évident que dans les périodes récentes, les repères ont profondément changé. Nous sommes passés de ce que j'appellerais moi une fatigue où domine la question physique, l'investissement physique dans le travail, le problème des durées, le problème des attentions concernant le travail au sens le plus étroit du terme, éventuellement aussi les fatigues sportives, etc., du loisir. Bon, nous sommes passés de ce type de référence à une référence beaucoup plus psychologique. Ça me paraît absolument fondamental, ça, pour comprendre les questions d'aujourd'hui, beaucoup plus psychologiques. Ça s'explique pour 1000 raisons. Je ne veux pas être trop long, mais c'est évident, par exemple, que la situation économique a profondément changé. Les types de travail sont des situations beaucoup plus relationnelles qui impliquent la façon dont on entre en contact avec les autres, où les enjeux sont beaucoup plus forts dans le type d'échange qu'il peut y avoir. Il y a aussi ce sentiment plus fort que l'on n'est plus responsable de soi, que l'on n'est plus autonome, et tout ce qui vient contredire l'autonomie, tout ce qui vient créer de la contrainte est moins supportable et crée des phénomènes de fatigue, d'où ces noms nouveaux d'ailleurs, le stress, le surmenage, le burn-out, l'anxiété, etc. On pourrait parler sans fin sur ce type de questions. Je pense qu'il suffit de dire ce que je viens d'évoquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concernant le problème du confinement et le problème du deuxième confinement? Moi, ce qui me frappe beaucoup, pour vous dire, et ce qui me paraît finalement insuffisamment relevé, peut-être fais-je une erreur en disant ce genre de choses, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que la situation de confinement entraîne au moins 3 types de contraintes qui sont en fait beaucoup plus fortes et beaucoup plus, je dirais, influentes que l'on ne l'imagine. Première contrainte, quand vous êtes confiné, vous ne pouvez plus entrer en relation avec les autres. Vous avez un problème de manque très fort. Et ça se voit évidemment en particulier chez les jeunes. Deuxième type de contrainte, vous ne disposez plus de votre espace. Cet espace, il est absolument fermé, ou en tout cas très orienté. Il n'a plus la disponibilité qu'il a habituellement. Troisièmement, vous ne disposez plus de votre temps. C'est-à-dire que le temps, il est contraint, vous ne pouvez plus organiser, projeter, etc. Ça fait 3 contraintes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en fait, pour des raisons psychologiques précisément, oui, j'y reviens, pour des raisons psychologiques, le fait d'être empêché entraîne précisément de la fatigue, entraîne de l'insatisfaction, de l'anxiété, entraîne au fond du malaise. Et il y a ce qui me paraît très important, et c'est un nom sur lequel il faudrait s'attarder et sur lequel il faudrait s'approfondir, il y a ce que j'appellerais un syndrome d'empêchement. C'est ça qui me paraît nouveau dans la situation d'aujourd'hui. Et ce syndrome d'empêchement, c'est évidemment un facteur de fatigue. Et ce facteur de fatigue, bah, évidemment, ça trouble le sommeil, ça crée, c'était très bien montré tout à l'heure, hein, ça crée les interruptions, ça crée les crispations, ça crée les tensions. C'est très curieux, parce qu'apparemment, la fatigue, elle est liée au fait de se dépenser, et en l'occurrence ici, la fatigue, elle est liée au fait de vous empêcher de vous dépenser. Vous voyez, il faut souligner cela. C'est très important, parce qu'on revient aux questions psychologiques, etc. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a touché aux raisons qui me paraissent les plus importantes, et dans ces raisons, certains sont plus touchés que d'autres. Évidemment, les jeunes, pour 1000 et 1000 repères, influences, références, sont plus touchés. Les étudiants, moi je vois très bien, les étudiants, ils ne peuvent plus projeter, ils ne peuvent plus se lancer dans tel ou tel sujet, ils ne peuvent plus aller à l'étranger. C'est énorme comme problème, ça. Ils ne peuvent plus prévoir véritablement comment leur année va se dérouler, ils ne peuvent plus entrer en contact avec les enseignants comme ils le faisaient, etc. Vous voyez l'empêchement qui revient. Ça me paraît extrêmement important, et du coup, ça trouble.
Alors, vous avez je trouve très important ça, des témoignages qui disent « je continue de penser à mes problèmes pendant la nuit, finalement mon quotidien continue d'exister dans mon sommeil, etc. » Et je trouve que l'enquête le montre magnifiquement, donc les jeunes. Les femmes, c'est pour des raisons plus complexes encore. Ça a été très bien dit aussi. Elles ont ce que j'appellerais, malheureusement, elles ont évidemment une charge mentale beaucoup plus forte. Parce que diversité d'activités, responsabilités, etc. Et là, on voit très bien que pèse le manque d'égalité homme-femme, bien entendu. Donc, voilà tout ce que l'enquête me paraît mettre en évidence. Du coup, ce que l'enquête montre aussi très très bien, c'est la tentative de s'investir pour essayer d'améliorer le sommeil. Moi, je lève 23% cherchent à améliorer leur sommeil. C'est un comportement très beau dans le mot de l'enquête, magnifique. C'est un comportement vertueux, très bien. Et en plus, chez ceux qui sont atteints par le Covid, 46% cherchent à améliorer leur sommeil. Donc voilà ce que je voulais dire. La fatigue, finalement, s'avère un phénomène qui n'est pas direct, mais qui indirectement pèse considérablement sur le sommeil. Une fois encore, je terminerai en disant que cette enquête, je la trouve remarquable. Merci beaucoup de cette intervention, de cet éclairage sur la fatigue, avec cette fatigue comme un empêchement, ce qui me semble être tout à fait important. Alors, une autre chose très particulière de l'enquête. Alors, on va voir en effet qu'on a pu regarder comment cette fatigue, ces problèmes de sommeil affectaient particulièrement les Français qui ont été infectés par la Covid-19. Donc, quand je dis les Français, c'est les Français ou leur entourage. On voit que ces Français contaminés, c'est une population un peu différente. On retrouve de nouveau nos jeunes, un âge moyen de 36 ans contre 42 ans en moyenne, des 18-34 ans qui sont surreprésentés parmi cette population, 50% contre 33%, des personnes aussi qui se couchent plus tard, qui ont un sommeil de moins bonne qualité, 36% contre 26%, des personnes également qui ont davantage de troubles du sommeil, non seulement en période normale, mais bien sûr aussi pendant le deuxième confinement, 64% d'entre eux contre 45% en moyenne. Ils sont plus nombreux à donner une importance à leur sommeil et 2 fois plus nombreux également à avoir cherché à améliorer leur sommeil. Alors, je trouve que l'enquête nous a permis d'avoir un focus sur les gens qui sont Covid positifs au cours de cette année. Et pour l'instant, on s'occupe surtout de ceux qui sont hospitalisés, des formes graves, qui sont en réanimation. Mais on a peu de données sur ceux qui sont positifs. Eh bien, ceux qui sont positifs, il faut voir qu'ils avaient des troubles du sommeil avant de faire le Covid. Les gens ont été positifs, une partie dans les 6 mois avant, une partie dans les 3 mois avant. Donc, on a un échelonnement sur l'année. On n'a pas. Et ces gens-là, il faut bien voir qu'ils étaient fragilisés. C'est-à-dire que, comme tous les jeunes, on voit qu'ils sont plus jeunes, donc ils se couchent plus tard, ça c'est logique, mais ils avaient plus de troubles du sommeil, et donc ils ont donné une plus grande importance à leur sommeil, puisqu'il était déjà troublé, et ils ont cherché à l'améliorer. Donc voilà des choses importantes quand on va discuter sur la slide suivante. Alors en effet, d'autres caractéristiques sur cette population, on voit aussi que c'est une population qui est plus fragilisée, puisqu'ils sont plus nombreux à avoir des troubles psychiques, que ce soit des troubles anxieux, 66% contre 34%, des troubles dépressifs, 59% contre 33% en moyenne. Ils sont plus nombreux à avoir également une plus forte fatigue, une perte de poids plus marquée, et ils ressentent encore aujourd'hui des troubles, des séquelles pour 64% d'entre eux, et ils ont pris notamment des traitements. Alors justement, je voudrais insister sur le fait que cette population fragilisée dans sa composante psychologique, plus d'anxieux, plus de déprimés, eh bien, fait que quand on leur demande s'ils ont des séquelles, ils vont dire oui. Mais curieusement, dans les séquelles, cela va conduire à une prise de traitement pour dormir. Or, le Covid, pour l'instant, s'il y a quelques complications neurologiques, ça ne fait pas quand même partie des complications majeures. Et je vous rappelle qu'ils avaient des troubles du sommeil plus importants en période normale. Ce qui veut dire que finalement, le fait d'avoir été déstabilisés dans leur sommeil a favorisé le Covid, qui lui-même, bien entendu, va nécessiter une prise en charge et donc un traitement pour dormir. Donc il faut bien voir que cette population, quand on va parler de séquelles,
il faut bien comprendre que ces séquelles sont peut-être une dégradation d'un état qui était déjà dégradé et non pas d'une apparition de novo de quelque chose de tout à fait nouveau. Parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la séquelle principale, ce serait de prendre un traitement pour dormir. Alors maintenant, donc, on va voir comment utiliser le sommeil, parce qu'on a vu qu'il y a un certain nombre de gens qui ont commencé à utiliser le sommeil pour améliorer leur sommeil. Donc, comment donc bien dormir pour mieux faire face. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Français pour améliorer le sommeil durant le deuxième confinement? Et donc, la suite de l'enquête. Alors, ils ont entrepris un certain nombre d'actions. D'abord, ils ont accordé une importance relativement importante au sommeil, 6,2 sur 10, notamment ceux qui ont souffert de troubles anxieux ou de troubles dépressifs. On voit aussi qu'ils sont, pour une personne sur 5, ils ont recherché des informations sur le sommeil pendant le deuxième confinement, avec là aussi davantage de recherches parmi les plus jeunes, et également parmi les personnes qui souffrent de troubles du sommeil, ce qui est logique, et de personnes qui ont des troubles anxieux ou des troubles dépressifs. Cette information, où est-ce qu'ils ont été la chercher? Principalement sur des sources digitales, à savoir les sites internet des institutions de santé, les réseaux sociaux et les sites internet médicaux grand public, et en deuxième source, auprès de l'entourage. Et on voit que finalement, les médias classiques ont été relativement peu consultés. Enfin, ils ont entrepris des actions très concrètes pour à peu près un quart d'entre eux, et de façon plus importante encore là aussi parmi les personnes qui ont des troubles du sommeil. Alors, ces actions, quelles sont-elles? Premièrement, veiller à une meilleure alimentation pour un tiers d'entre eux, adopter aussi des horaires de sommeil réguliers, pratiquer du sport et également limiter leurs expositions aux écrans. Ces pratiques, elles ont eu aussi un effet bénéfique sur la qualité du sommeil, puisque quand on regarde la base des personnes qui ont mené ces actions, on voit que pour les 3/4 d'entre elles, cela a permis d'améliorer la qualité de sommeil, notamment en adoptant des horaires de sommeil réguliers. Alors, il faut voir que comme tentative d'amélioration du sommeil, qui est un peu moins important, mais qui est assez importante, c'était 16% d'amélioration en pratiquant une activité artistique. Donc la création artistique, qui va nous permettre, bien entendu, d'exprimer nos émotions, a été également quelque chose d'important. Et les vendeurs d'appareils de musique ont été avec beaucoup plus de demandes à l'issue du premier confinement. Donc le fait d'avoir une activité artistique nous protège très certainement d'un certain nombre de troubles et améliore notre sommeil. D'où l'importance d'informer et d'éduquer au sommeil dans un contexte pandémique. Et là, bien entendu, Stéphanie a développé au niveau de l'Académie de Lyon un certain nombre de choses dont elle va nous parler. Donc oui, en fait, éduquer au sommeil au plus jeune âge, c'est quelque chose qui présente un réel intérêt parce qu'on sait à l'heure actuelle que les troubles du sommeil pendant l'enfance vont faire le lit des troubles du sommeil à l'âge adulte. Et nous, on s'est un peu plus centré sur les moyens, les leviers, on va dire, que pouvait nous offrir l'éducation nationale, puisqu'en fait, c'est un lieu à privilégier pour mettre en place des actions de santé. Donc, il faut savoir que ce soit à l'école primaire, au collège ou au lycée, il y a des espaces dans les emplois du temps pour qu'on puisse avoir des enseignements sur les bons gestes concernant la santé et notamment concernant le sommeil. Et en fait, il y a très peu de matériel qui existe pour les enseignants pour permettre de mettre en œuvre ce type d'enseignement en classe. Donc, on a développé il y a maintenant 2 ans un programme à destination des écoles primaires. Donc, c'est la première vignette que vous voyez qui s'appelle Mémé ton pige. Donc, c'est un programme qu'on a co-construit avec des enseignants
et avec des enfants pour expliquer à quoi cela sert de dormir. Et c'est un programme qui se fait en 8 séances de manière complètement autonome par les enseignants. Et en fait, on a fait une recherche pour vérifier si le fait de parler de sommeil à l'école changeait les comportements des enfants. Et on a pu montrer que lorsque ces enfants suivaient ce programme, ils augmentaient de plus de 30 minutes leur temps de sommeil par nuit, et que les enfants qui bénéficiaient le plus de ce programme étaient ceux qui dormaient le moins avant de débuter cette éducation et cette sensibilisation. Donc, c'est un programme qui est disponible, qui est gratuit et mis à disposition de tous les enseignants. Et très vite, on nous a demandé de produire la même chose pour les collégiens. Donc, on vient de terminer un nouveau projet qui s'appelle 3 semaines pour mieux dormir, qui va être mis en test dans les établissements lyonnais à partir de la fin avril, où là, cette fois-ci, encore une fois, grâce aux enseignants de SVT, les étudiants vont pouvoir, les élèves vont pouvoir être sensibilisés à la thématique du sommeil et vont pouvoir réaliser des challenges qui va les amener progressivement à adopter des bons comportements de sommeil. Et de la même manière, on réalisera une étude pour vérifier si les comportements changent. Donc, il y a vraiment une grande importance à pouvoir mettre à disposition du matériel pour les enseignants pour faire justement de l'école, du collège ou du lycée des leviers. Et comme vous l'avez vu dans l'enquête, ils sont très nombreux entre 18 et 24 ans à aller chercher des solutions. Donc, quelque part, de leur proposer de l'éducation en amont leur permettrait déjà d'avoir des connaissances supplémentaires et suffisantes pour adopter les bons comportements. C'est super, vraiment c'est une très belle, un très beau travail avec un très beau programme, et je vous conseille de regarder Mémé ton pige, c'est vraiment le dessin et le contenu, ils sont superbes. Alors au niveau du réseau Morphée et en collaboration avec la région d'Île-de-France et l'association SPS, il y a eu tout à fait une autre action pour le coup, vers les adolescents et les jeunes étudiants, où il y a vraiment une vraie souffrance dans cette population. Et la région d'Île-de-France s'en est émue et a mis en place tout un support téléphonique où SPS intervient et a créé un site qui s'appelle Soins aux étudiants. Et le réseau Morphée a mis en place une action spécifique dans ce contexte-là, parce que le sommeil est un marqueur en quelque sorte de l'état de santé mentale de l'ensemble de la population, et là pour le coup des jeunes. Et du coup, il y a un diagnostic en ligne qui est réalisé avec un conseil en ligne par des médecins coordinateurs et éventuellement une orientation avec un support dans un circuit médical spécialisé si nécessaire. Par rapport à l'Institut, je repasse la parole à Marc. Alors, naturellement, l'INSV a développé au cours de l'année tout un tas d'informations pour accompagner, d'une part, les professionnels de santé. Nous avons fait en décembre les rencontres paramédicales sur le sommeil pour expliquer l'impact du télétravail sur le sommeil et comment on allait gérer cette histoire. Il y a eu également auprès des soignants, avec, comme disait Sylvie, une action de SPS dirigée vers l'accompagnement psychologique. Et puis, nous avons développé sur notre site internet un chat au niveau de l'INSV de façon à pouvoir répondre aux questions des internautes. Et c'est quelque chose de très important. Et je vois dans la non-dégradation du sommeil lors du deuxième confinement le fait qu'il y ait eu quand même une sensibilisation globale de la population au cours de... D'ailleurs, là, vous avez donc les éléments du site de l'INSV. Il y a eu des recommandations tout au long de l'année qui nous ont expliqué, qui ont expliqué aux Français comment améliorer leur sommeil, comment arriver à gérer les difficultés, que ce soit en cas de stress chronique, que ce soit chez les enfants, lorsqu'on avait des difficultés de sommeil. On a répondu présent, et je pense que cette action a été utile et elle a duré vraiment toute l'année.
Et je pense que les relais presse dont nous avons bénéficié tout au long de l'année a participé également à cette amélioration du sommeil. Donc les médias ont un rôle très important à jouer pour sensibiliser la population au sommeil. Il y a eu énormément de dossiers sommeil dans les magazines. Et donc tout ça, à mon avis, est très utile. On a apporté de l'information dont les gens avaient tout à fait besoin. Et cette information, eh bien, on va la porter, bien entendu, le 19 mars à l'occasion de la journée du sommeil. Et sur le site de l'INSV, vous avez l'ensemble du programme virtuel qui est décliné. Vous savez que habituellement, c'est au niveau des centres de sommeil qui faisaient des opérations portes ouvertes. Malheureusement, les opérations portes ouvertes aujourd'hui ne seront pas possibles. C'est pour ça qu'ont été développés tout un tas d'actions virtuelles sur des webinaires et avec des thèmes tout à fait variés sur le sommeil des soignants, sur le risque de somnolence sur la route, comment prendre soin de son sommeil, le sommeil des enfants et des adolescents, bien dormir pour mieux faire face. Donc on va donner des conseils, dormir malgré tout. Vous voyez que le sommeil du futur, l'apport des objets connectés, comment on doit se situer. Donc énormément d'informations pour cette journée du 19 mars qui va donc venir enrichir les informations que l'on donnait donc habituellement sur le sommeil. Et vous voyez que sur le site, ici vous avez donc le site de l'INSV, vous avez 40 centres de sommeil et structures qui ont proposé des choses en ligne avec une plateforme web dédiée. Et donc tout ce travail-là permet bien entendu d'apporter l'information dont ont besoin, vous avez vu, un quart des Français interrogés. Donc on est utile et les relais presse sont très utiles pour pouvoir avancer et diminuer la souffrance des Français qui s'expriment au cours de ce deuxième confinement et dans le fait que pour faire face à cette épidémie, eh bien, nous devons renforcer notre sommeil, donc nous devons apprendre à le gérer très correctement. Puisque je vous rappelle que les difficultés de sommeil correspondent quand même à 45% des Français. Et donc, on espère qu'on va diminuer ces difficultés quand ils vont mieux gérer leur sommeil, parce que des situations de crise, malheureusement, on doit en affronter. Et c'est un des rôles de l'INSV qu'au niveau du grand public, on puisse gérer correctement ces situations de crise. Voilà. Donc, je reste à votre écoute pour les questions-réponses. Ah, pardon. Alors, on va vous proposer une vidéo. Vas-y.
Voilà pour la vidéo. 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 Oh, sympathique l'écho. Hop. Donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. Et je vais peut-être enlever du coup le diapo. Voilà. Donc on reste à votre écoute pour d'éventuelles questions, ou je ne sais pas s'ils peuvent... Là c'est bon? Ah oui, il faut que vous activiez le micro pour poser les questions. Ça va peut-être vite. Alors, là, pour l'instant, on n'a pas eu de questions. Est-ce qu'on vous a complètement convaincu de l'importance du sommeil et de l'importance, en effet, d'améliorer son sommeil et de développer des stratégies? Est-ce que... Je veux bien poser une question. Oui. Donc, Sifou Rabat, directeur de la communication de la MGN. Je voulais poser une question à M. Vigarello en lui reprécisant la joie et l'honneur qu'il nous fait d'être parmi nous. On admire son œuvre et on a pu voir la fulgurance de son analyse. Donc, si on parle à nouveau de possibilités de confinement ponctuelles ou généralisées, alors la question va peut-être vous paraître un peu... La réponse va peut-être être un peu compliquée, mais est-ce que on peut mesurer la capacité d'empêchement et d'épuisement qu'on peut tolérer s'il y a un confinement encore plus durable ou déconfinement durable, en particulier chez les plus jeunes et chez les étudiants notamment? Et c'est une question... c'est une question à la fois centrale et difficile. Ce que l'on constate quand même, d'abord je vous trouve trop gentil dans vos présentations, mais bref, je ferme la parenthèse. Ce que l'on constate quand même, c'est qu'au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que cette incertitude demeure, il y a également un phénomène de lassitude. C'est très bien montré à la fois dans les enquêtes, c'est très bien montré dans la presse. Le Monde titrait il n'y a pas si longtemps, la lassitude croît dans l'opinion française. Donc il y a ce sentiment que la situation est moins supportable en quelque sorte. Et je trouve que ça renvoie à une question centrale, qui est la suivante. L'autonomie ou le sentiment d'autonomie n'a fait que croître au XXe siècle. À tort ou à raison, mais en tout cas ce sentiment, lui, il existe. Et donc tout ce qui vient le contredire, tout ce qui vient l'empêcher, tout ce qui vient en quelque sorte le frapper est moins supportable. Du coup, j'ai l'impression que autant le premier confinement a entraîné quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation, autant le second s'est montré, s'est confronté à des résistances, ce qui renvoie d'ailleurs, à mon avis, à des tactiques politiques qui prennent en compte la résistance en question, autant le troisième risque aussi de poser des problèmes assez sérieux. Mais c'est très difficile de prévoir l'avenir. Merci beaucoup. Alors là, j'ai deux questions sur le chat. D'une part, d'Emmanuel Young. Avez-vous identifié de mauvaises habitudes chez les Français pendant le confinement
qui ont altéré leur sommeil. Alors oui, pendant le premier confinement, c'est clair, et ça n'a pas été que les Français, ça a été mondial, c'est-à-dire que les gens se sont couchés plus tard et levés plus tard, et éventuellement, ils ont perdu la matinée. C'est-à-dire qu'ils passaient la matinée en pyjama, sans se préparer, parce qu'ils n'avaient pas forcément à sortir. Et donc, ils faisaient des espèces de grasses matinées avec un très mauvais sommeil, et donc ça a été de très mauvaise habitude. Et je vois là une des raisons de l'amélioration qu'on cherchait beaucoup pour le deuxième confinement, en disant qu'ils n'allaient pas se faire reprendre à cette espèce de dérive rythmique qui fait que le rythme veille-sommeil avait été très perturbé. Une deuxième question, bien entendu, c'est par Anne Le Gall d'Europe 1, le fait d'avoir été en confinement en mars vis-à-vis de novembre, les jours ne sont pas les mêmes, et c'est vrai que c'est un des éléments qui va expliquer qu'on a plus d'éléments dépressifs en novembre que ce qu'on pouvait en avoir en mars. Alors, ce qui me pose un peu problème, c'est que ces éléments dépressifs ont déjà été pointés par Santé publique France, qui a fait un suivi qui s'appelle Covid-Prev, donc la prévention Covid, pendant toute l'année, et on n'a pas une explosion des syndromes dépressifs tels qu'on l'a constaté en novembre, au deuxième confinement. Il y a plus de dépression, mais donc le facteur saison, la saisonnalité des troubles est moins important dans l'explication que ce que l'on aurait pu évoquer. D'ailleurs, on avait demandé justement à préciser un certain nombre d'analyses qui n'ont pas fait sortir un effet majeur de la saisonnalité. Donc je pense que c'est plus le confinement en soi qui posait problème. Et si vous voulez, entre le premier et le deuxième confinement, il faut voir que le premier confinement, je vous ai montré, c'était beaucoup plus strict, avec 15%, avec plus de 50% des Français qui avaient arrêté de travailler, alors que le deuxième confinement, c'est que 15%. Donc si vous voulez, cette saisonnalité a été balancée par le fait que le deuxième confinement a été moins strict. Alors, après. Voilà, je pense que ça fait pour l'instant le tour des questions. Je voulais te demander, Marc, tu insistes beaucoup sur les troubles chez les gens Covid. Et bien sûr, toute vulnérabilité et maladie psy antérieure ne fait que renforcer les conséquences. Mais est-ce qu'on peut se demander si ces gens-là ont plus de vulnérabilité antérieure et plus de troubles du sommeil, est-ce que ces troubles du sommeil n'ont pas pu les mettre plus à disposition d'attraper le Covid? Ah oui, je suis assez convaincu que justement tout ce qu'on a décrit sur l'interaction entre le sommeil et le système immunitaire et les impacts de la dette de sommeil sur une dégradation de notre immunité qui est connue depuis longtemps, eh bien là on a eu quand même une espèce de fragilité, et donc qui montre bien que le fait d'avoir un sommeil suffisant, de ne pas avoir une dette de sommeil chronique, ça nous permet de mieux faire face aux épidémies et de mieux faire face à ces agressions, parce qu'on va pouvoir métaboliser pendant notre sommeil un certain nombre de difficultés psychologiques. Donc oui, je pense que c'est un des points forts de cette enquête, c'est de s'être focalisé sur les gens simplement positifs. Et il y a très peu d'études, on a beaucoup d'études sur les gens qui font des formes sévères. Et on sait que c'est des populations particulières qui font des formes sévères, mais je pense que ce n'est pas non plus n'importe qui fait un Covid. Vous avez des terreaux, un mode de vie qui fait que vous vous fragilisez. Et on avait perdu le risque infectieux dans notre civilisation. Malheureusement, on l'a retrouvé. On nous demande si on a des données sur les plus de 65 ans. La réponse est non, puisque notre enquête
et porte sur la population 18-65 ans. Parce que quand on veut étudier le sommeil, il faut quand même avoir, si vous voulez, on avait fait des enquêtes à ce moment-là, après 65 ans, mais on ne peut pas mélanger toutes ces populations. Et donc, sinon, on va être obligé de segmenter. Et donc, pour les analyses, c'est beaucoup plus compliqué. A-t-on identifié une... Alors oui. Donc ça, c'est sûr que... Laurent Mathieu, a-t-on identifié une augmentation de la consommation de somnifères ou de drogue pour des nuits troublées? Alors oui, malheureusement, il y a eu un recours aux médicaments qui a été important, en particulier des somnifères et d'autres types de psychotropes. Vous avez vu que l'anxiété et la dépression interviennent de façon importante. Et donc, oui, ça, peut-être que Sylvie pourrait nous dire dans sa pratique si elle a vraiment vu cette augmentation de consommation de psychotropes. Alors, dans ma patientèle, je ne peux pas dire que j'ai vu une augmentation de consommation des psychotropes. J'ai vu les chiffres donnés par l'assurance maladie qui disait qu'il y avait une augmentation de consommation. Mais personnellement, avec mes patients, non. Par contre, j'ai vu plus des décompensations, disons, dépressives et anxieuses, surtout anxieuses au départ et plus dépressives après, parmi les patients globalement qui étaient déjà des patients fragilisés. Parfait. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre participation. Je remercie encore la MGEN de nous avoir accueillis dans ces locaux et de nous avoir permis de tenir cette conférence à la fois en présentiel et en distanciel. Et naturellement, je remercie l'ensemble des intervenants qui nous apportent des éclairages sur la façon d'aider les Français à gérer au mieux cette crise, à la fois sur le plan de leur sommeil et de leur vie psychique. Donc, merci à tous. Oui, donc l'enregistrement de la conférence de presse sera mis en ligne sur l'espace média et le site internet. D'accord. Donc, ce sera mis sur le site de l'INSV, dans l'espace média du site de l'INSV. Vous aurez l'enregistrement de la conférence de presse. Je l'ai demandé à M. Vicarello juste avant qu'il nous quitte s'il pense que l'absence, quand vous dites syndrome d'empêchement, est-ce que